La Facture, émission 589. Aujourd'hui, des applications qui se transforment en espions. Des citoyens qui croulent sous les taxes municipales. C'est bizarre, mais pour garder ma terre, il faut que je la vende. C'est un non-sens. Aussi, attention, ne signez pas ce bordereau de livraison sans avoir vérifié la marchandise. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Inutile de vous demander si vous téléchargez des applications sur ceci, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais à peu près personne, incluant celui qui vous parle, ne lit les autorisations demandées par ces applications. Mais il se pourrait bien que nos comportements commencent à changer en écoutant le reportage qui suit. Parce que, comme vous allez le voir, ça peut devenir plutôt épeurant. Chercher un taxi au centre-ville de Montréal. Pour Pascale-Mylène Beauregard, ça a toujours été un mal nécessaire. À chaque fois, c'est d'appeler ou d'en appeler un, puis il n'y en a pas toujours dans le coin. Le printemps dernier, elle fait une découverte sur Google Play, la boutique d'applications pour téléphone Android. Taxi Diamond offre une application qui permet d'appeler un taxi du bout du doigt. Là, j'ai vu différentes conditions auxquelles on doit consentir. Donc là, je me suis mis à lire un petit peu c'était quoi ces conditions-là, puis je trouvais que c'était quand même assez intrusif. Intrusif, c'est le moins qu'on puisse dire. Autorise les applications à accéder en lecture à tous les événements de calendrier stockés sur votre appareil, y compris ceux de vos amis ou collègues. On lit aussi que cette autorisation peut permettre aux applications de partager ou d'enregistrer les données de votre calendrier, y compris les informations confidentielles ou sensibles. Là, vous vous êtes dit, c'en est trop. Exactement. Donc, j'étais vraiment surprise de voir tout ça. Et c'est là que vous avez décidé de laisser faire. Exactement. J'ai pas téléchargé l'application, finalement. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des dangers réels au niveau d'atteinte à la vie privée? Madame Beauregard n'est pas la seule à se poser cette question. Si les applications puisent dans vos données, c'est parce qu'elles peuvent en avoir besoin pour fonctionner, mais aussi parce que les données personnelles ont de la valeur. Elles peuvent être revendues pour faire de la publicité ciblée. Cyril Pachulo est un développeur qui connaît bien le domaine. C'est des statistiques faites sur des dizaines, des centaines de millions de personnes. Ça leur permet de cibler très exactement dans quel groupe vous êtes et avoir une bonne idée si vous faites partie de la classe moyenne, si vous avez une voiture, si vous avez des enfants, si vous avez besoin d'un prêt, ce genre de choses. Ce qui a davantage inquiété Mme Beauregard est l'avertissement suivant. Cette autorisation peut également permettre aux applications d'envoyer des messages qui semblent provenir des propriétaires du calendrier ou de modifier des événements à leur insu. Je suis très surpris. J'étais très surpris, effectivement, que vous m'appreniez ça. Lorsqu'il a lu ça, le PDG de Taxi Diamond s'est inquiété lui aussi. Ça m'a étonné, puis même moi, j'ai désinstallé mon application pour la réinstaller pour voir est-ce que c'est vrai qu'on demande tout ça. Dominique Roy assure que Taxi Diamond ne vend pas les données, n'espionne pas ses clients et ne conserve que les données de positionnement. En fait, les statistiques sont basées beaucoup plus sur les endroits d'où les clients commandent les taxis. On est en train justement de parler avec le fournisseur pour voir... de toute façon, on ne savait pas de ces informations-là, alors on n'en a pas aucune utilité. Alors, je ne vois pas pourquoi on les demande de toute façon. Mais contrairement à ce que croit M. Roy, le développeur nous explique que l'application accède réellement à votre insu au calendrier et au contact, mais pas pour mal faire. Alex Proto est associé chez Apcurium. Si un usager commande un taxi dans le futur, donc ça permet de commander un taxi pour, disons, demain ou après-demain. Nous, ce qu'on fait comme fonctionnalité, c'est qu'on ajoute dans le calendrier un événement à l'usager pour que l'usager se rappelle qu'il y a un taxi qui a été commandé pour telle date et telle journée. Quand on ajoute un événement au calendrier, bien, l'événement s'ajoute... à mon insu. À votre insu, parce que c'est pas... Il n'y a rien qui apparaît qui vous dit est-ce que vous acceptez de mettre cette chose-là dans votre calendrier à telle place? L'application le met, puis vous en rendez pas compte. Le problème, c'est qu'une fois la permission accordée, votre téléphone ne peut détecter si l'application accède au calendrier pour inscrire un événement ou pour siphonner vos données.
Le développeur, à distance, peut très bien programmer son application pour que, à distance, le développeur, du jour au lendemain, appuie sur un bouton et littéralement, les données de leurs milliers ou dizaines de milliers d'utilisateurs sont transférées instantanément, souvent pour des raisons économiques. Alex Proto n'est pas mal intentionné, mais l'appareil de Mme Beauregard ne peut pas le savoir. Alors, le téléphone fait une mise en garde automatique qui prévoit le pire. Par exemple, si elle était malveillante, l'application Taxi Diamond pourrait passer des appels qui vous seraient facturés. Une application malveillante peut même prendre le contrôle de votre téléphone et vous espionner. Cyril Paciullo nous en donne un exemple. Pour y arriver, il conçoit une application pour compter les pas, d'apparence anodine. Nous sommes dans la pièce d'à côté. Nous téléchargeons l'application et acceptons les permissions. L'une d'elles demandait l'accès au microphone. Après avoir dit oui à cela, le développeur peut faire ce qu'il veut. Vous voyez maintenant, grâce aux autorisations qu'on m'a données, j'ai le nom d'utilisateur du téléphone, M. Achille Michaud, et j'ai également la discussion entière. Alors donc, c'est ça. C'est une application d'apparence anodine. Il est dans les faits. Ce téléphone-là, il est dans ma poche, il est à côté de moi. Il enregistre tout ce que je dis et tout ce que je fais. Ce que Cyril Paciullo vient de nous démontrer, c'est que donner une permission, c'est faire un acte de foi. Ça m'a pris quelques heures de travail, je vous dirais 2-3 soirs, pour pouvoir développer l'application, ajouter les fonctionnalités espions dedans et la publier sur le site de Google. Ça a été accepté quelques heures plus tard. Comment expliquez-vous ça? Ça passe facilement, donc c'est facile de mettre une application malicieuse? Oui, chez Google particulièrement, ils ont un écosystème très ouvert qui a des avantages. Les inconvénients, c'est que n'importe quelle application qui veut faire un peu ce qu'elle veut passe. Elle peut être enlevée plus tard par Google s'il y a des plaintes, mais par défaut, l'application va être publiée. D'ailleurs, l'application de Cyril Paciullo a rapidement été retirée par Google. Cela montre que le géant surveille. Mais dans ce cas-ci, Cyril Paciullo n'a pas cherché à cacher ce qu'il faisait. Google prétend que moins d'une application sur 1000 peut causer des dommages. Mais inévitablement, des applications malveillantes s'y faufilent de temps en temps. Google, qui traite les courriels à la tonne, n'a jamais répondu à celui que nous lui avons envoyé. Dans sa boutique, bien des applications demandent des accès dont elles n'ont pas besoin. Par exemple, les lampes de poche qui veulent de l'info sur vos appels, l'endroit où vous êtes, vos comptes Google et qui veulent l'accès à votre microphone. Elles ne sont pas nécessairement malveillantes, mais elles n'ont pas besoin de ça pour éclairer. Un conseil, choisissez les applications les moins gourmandes. On ne laisse pas rentrer n'importe qui chez nous, donc c'est un peu la même chose. Si vous installez une application sur votre téléphone, il faut s'assurer que vous ayez confiance en la compagnie ou en la personne qui a développé l'application. Ce qui nous ramène à l'application Taxi Diamond. Finalement, Mme Beauregard lui a fait confiance. Pour les autres, elle maintient sa ligne de conduite, la prudence. Donc vous pratiquez cet adage populaire qui dit « dans le doute, on s'abstient ». Exactement. Votre téléphone contient des fonctions qui pourraient vous permettre de mieux gérer ces autorisations. Par exemple, vous pourriez télécharger l'application de Facebook en refusant d'autoriser la géolocalisation. Sauf que Google a mis fin à cette possibilité. Google n'a jamais expliqué pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que le modèle d'affaires de Google, c'est la vente d'informations qui vous concerne. Après la pause, des citoyens qui n'en peuvent plus de leurs taxes municipales. Concrètement, de combien ont augmenté vos taxes depuis une quinzaine d'années? Oh, près de 1400 %. Aïe, aïe, a fatura. Dans plusieurs régions du Québec, les taxes municipales de certains citoyens sont tellement élevées qu'ils doivent vendre leur propriété et quitter leur coin de pays. Dans l'histoire que nous vous racontons ce soir, on parle d'une augmentation de taxes de près de 100 % par année. Ce n'est pas la première fois qu'il en est question. Des politiciens avaient fait, ici même à l'émission, la promesse de régler le problème. Mais rien n'a été fait. Malgré le froid et la pluie, ces propriétaires viennent de partout au Québec pour protester contre l'augmentation massive de leurs taxes municipales.
Louis-Marcel Caron est père de 8 enfants. Il est ici en compagnie d'une de ses filles. Il habite depuis toujours dans les Hautes-Laurentides, à Notre-Dame-de-Pont-Main. Ici, on est sur le bord du lac à Foin. C'est à peu près au centre de ma propriété. Ça commence à partir de là-bas. Puis, dans le fond, c'est toutes les terres qu'il y a en arrière, tout autour de nous autres. C'est chez moi. Oui, ça s'est accumulé avec de génération en génération, de père en fils. On a transféré ça. Puis, oui, c'est tout à moi. Je suis la 5e génération à habiter sur la terre ici. Monsieur Caron vit une situation dramatique. Cette année, ses taxes municipales s'élèvent à 20 000 $. Comment c'est possible que vous ayez des comptes de taxes de 20 000 $ par année? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Concrètement, de combien ont augmenté vos taxes depuis une quinzaine d'années? Oh, tout près de 1400 %. Cela s'explique parce que les terres de M. Caron sont évaluées à plus de 2 millions de $. On dit que je suis riche, mais je ne le suis pas. J'ai le salaire des gens de la région, là, moi. Puis, le salaire des gens de la région n'est pas très élevé, là. Mais votre salaire n'a pas augmenté de 2000 %? J'aurais aimé ça. Non, mon salaire n'a pas augmenté du tout, d'aucune façon. Le coût de l'essence, le coût de toutes les... Tout devient de plus en plus cher. On est de plus en plus pauvres, puis on est de plus en plus endettés aussi. Pour gagner sa vie, M. Caron exploite ses terres à bois sans faire de coupe à blanc. Parce que j'ai fait attention, la MRC passe, puis « Ah, il y a du bois ici! Tu vaux bien plus cher, Louis! Tes forêts valent bien plus cher! De la forêt! On va te taxer plus cher! Parce que t'as de la forêt. Si j'avais tout coupé à blanc, j'avais été un délinquant. Ah là, il n'y a plus de bois ici, donc on va baisser tes taxes. » C'est que le calcul des taxes municipales est basé sur la valeur marchande des terres. Et une terre forestière en bonne santé vaut plus qu'une terre déboisée. On dirait qu'aussitôt que tu as un comportement responsable, le système actuel t'écrase. La valeur d'une propriété est aussi évaluée en fonction du prix de vente des terres voisines. On a un beau coin de pays, c'est vrai, mais le fait que des gens qui viennent de d'autres milieux, qui sont plus fortunés, ils viennent s'installer dans nos régions, puis ils payent un prix de fou pour les propriétés. Là, la MRC, le système actuel qu'on a sur l'évaluation foncière, il nous surévalue nos propriétés. Les taxes de M. Caron deviennent alors faramineuses. Pour pouvoir arriver, j'ai hypothéqué la maison, puis là, plus ça va, plus ça empire. Fait que là, ça me contraint de vendre un terrain. On devient coincé. Les gens, ils sentent, aussitôt que tu es coincé un peu, là, je trouve frustrant, là, puis... t'es coincé, t'as pas le choix, t'acceptes. C'est bizarre, mais pour garder ma terre, il faut que je la vende. Fait que c'est un non-sens. Faut changer le système! Le cas de M. Caron est loin d'être unique au Québec. On a des citoyens qui sont une force vive dans une communauté. Puis là, à cause de comptes de taxes, ces gens-là doivent partir. Ça peut pas, on peut pas accepter ça, là. Madame Diane Lachaine est présidente d'une association regroupant des milliers de citoyens. Elle réclame une réforme de la loi sur la fiscalité. On a des exemples où des municipalités sont dévitalisées. Il y a des gens qui doivent quitter parce que les comptes de taxes sont trop élevés. C'est tout à fait inacceptable. Nos évaluateurs à la MRC doivent se baser sur une valeur marchande. C'est ce qui est dans la loi. La mairesse Beaulieu affirme n'avoir aucun pouvoir pour faire baisser les taxes de M. Caron. Parce qu'il y a 2-3 lots qui se vendent à 100 000, ils font une moyenne, puis ils disent le lot de 20 000 dans le temps. Et là, aujourd'hui, il est évalué à 100 000. Est-ce qu'ils sont obligés de fonctionner de cette façon-là, les évaluateurs? Oui, ils ont une loi sur l'évaluation et ça fait partie de la loi sur la fiscalité municipale. Ce problème-là, il doit être réglé par la loi sur la fiscalité municipale du Québec. Louis-Marcel Caron se bat depuis des années pour faire changer les choses. En 2010, son cas a été soulevé à l'Assemblée nationale. Le problème de la réévaluation en forte hausse de la valeur de certaines propriétés. Cette motion pour modifier la loi a été adoptée à l'unanimité. Peu de temps après, le ministre Laurent Lessard a déposé un projet de loi qui est mort au feuilleton.
Pourtant, déjà en 2007, la ministre Nathalie Normando nous promettait une réforme de la loi sur la fiscalité municipale. Nous, ce qu'on souhaiterait, là, c'est pouvoir apporter des solutions pour le printemps prochain, donc printemps 2008. 7 ans plus tard, rien n'a été fait. On devrait tous payer le même prix parce qu'on reçoit tous le même service. Par contre, s'il y a une différence à faire, qu'on le fasse sur notre revenu. Ceux qui gagnent beaucoup, bien, ils paieront beaucoup. Ceux qui gagnent peu, bien, ils paieront selon nos moyens. De cette façon-là, on n'ira pas arracher le patrimoine de chaque citoyen. Il y a 2 chemins qui peuvent être explorés. Pierre Moreau est ministre des Affaires municipales. Il est préoccupé par cette situation et cherche des solutions. Le premier, c'est de donner un crédit de taxe aux contribuables visés s'ils remplissaient certains critères. La deuxième solution qu'il privilégie est d'offrir aux citoyens concernés une sorte d'hypothèque inversée où le propriétaire remboursera sa dette à l'État à la vente de sa propriété. Une personne pourrait s'adresser à un organisme de l'État qui va payer pour le propriétaire l'augmentation des taxes en ayant en garantie l'immeuble en question. Une solution qui ne plaît pas à M. Caron, car elle l'obligerait à se départir de son patrimoine un jour ou l'autre. En attendant, il ne sait pas ce qui l'attend. Et ses enfants aussi s'inquiètent. Moi, j'ai étudié en agriculture au cégep à Lévis. Pourquoi? C'était justement dans le but de revenir ici. Elle a des beaux projets. Elle a étudié 3 ans pour prendre la relève. Mais je peux même pas y donner. Je peux même pas y donner. Elle va mourir avec ça, elle va se faire crever. Monsieur Caron, il fait quoi en attendant? Bien, M. Caron, en attendant, il doit comprendre qu'on analyse la situation. Quel est l'avenir pour vos enfants, par exemple? Mon dos, c'est aussi bien de tout vendre puis d'aller s'installer ailleurs. Je sais pas. Est-ce qu'éventuellement, une terre comme la vôtre, ça va être juste pour les gens riches? J'en ai l'impression. Ça va être pour des groupes de personnes, de chasseurs, des gens qui ont des gros salaires en ville, puis ils vont se garder de ça comme villégiature. Puis, mais les gens qui sont nés sur place puis qui en ont pris soin toute leur vie, ils ne pourront pas gagner leur vie sur place. Les groupes de citoyens que nous avons rencontrés proposent tous la solution adoptée par la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Ces 3 provinces ont accepté de plafonner les taxes foncières à leur niveau de 2001. Mais ça ne se fera pas au Québec. Le ministre Moreau nous a dit qu'il rejetait cette solution. Le ministre proposera son propre plan au printemps 2015. À suivre. Le jeu du vrai ou faux maintenant. À l'hôtel, les bonnes vieilles clés sont une espèce en voie d'extinction. À l'accueil, on vous remet plutôt une clé magnétique. Et dans une bande magnétique, on peut mettre beaucoup d'informations. Alors, vrai ou faux, des informations personnelles vous concernant sont contenues dans les clés magnétiques des hôtels? La réponse, après la pause. Vrai ou faux, des informations personnelles vous concernant sont contenues dans les clés magnétiques des hôtels. Faux. Il s'agit ici d'un vrai cas de légende urbaine qui circule sur le Web. Tout ce qu'il y a dans une clé magnétique, c'est votre numéro de chambre, votre date d'arrivée et de départ. Vous pouvez donc remettre en toute confiance votre clé magnétique à l'hôtel en fin de séjour. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Un livreur vous amène un colis et vous présente un bordereau de livraison. Signez ici. Mais les enfants chamaillent, le souper colle sur le feu, vous signez sans regarder. Sauf que c'est à partir de ce moment-là que les vrais problèmes peuvent commencer. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur ces vérifications qu'il vaut mieux faire. Martine achète une toile solaire et un système de filtration pour sa piscine.
Coût total, avec les taxes, 3 000 $. Quelques jours plus tard, un livreur sonne à la porte et lui remet une grosse boîte scellée. Martine signe le bordereau de livraison sans vérifier le contenu de l'envoi. Mais quand elle ouvre la boîte, mauvaise surprise. Il n'y a pas de système de filtration. Elle contacte le commerçant. Il refuse de lui en donner un autre. Non. Martine proteste. Elle a quand même payé ce système, dit-elle. Wow. Rien à faire. Le vendeur est catégorique. C'est non. Non. Qui a raison? La signature du bordereau de livraison par Martine est loin d'être un geste banal. Ce que cette signature veut dire, c'est qu'elle admet qu'elle a bien reçu sa marchandise. C'est donc à elle de prouver qu'elle n'a pas reçu le fameux système de filtration. Quant au commerçant, il n'est pas tenu de lui en remettre un nouveau tant que cette démonstration ne lui a pas été faite. Le fin mot de l'histoire, ouvrez vos boîtes d'abord, signez ensuite. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, de l'île de Vancouver à Terre-Neuve. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Suite aux dommages que vous avez causés au véhicule, ce qui est arrivé, c'est qu'on a frappé le bâtiment. On vous réclame 14 954 $. Il faut ajouter tellement de clauses, de points et de virgules. Dans ma tête, j'ai pris mon assurance qui couvrait tout. C'est ce qui fait qu'on se retrouve noyé. C'est clair que ces contrats-là ne sont pas faits pour être lus et compris par le consommateur. Maintenant, je me retrouve avec un problème.